mes invités sur ce plateau. Manon Laporte, bonjour. Vous êtes avocate fiscaliste, docteur en droit, conseillère Les Républicains, conseillère régionale d'Île-de-France. Merci à vous d'être sur ce plateau. Éric Bocquet, bonsoir, sénateur communiste du Nord. Vous avez travaillé au cours de nombreuses commissions d'enquête sur ces sujets d'évasion fiscale ici au Sénat. Merci d'être avec nous. J'accueille également Éric Vernier, bonsoir. Vous êtes chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du blanchiment de capitaux, de la fraude en entreprise et du développement bancaire durable. Merci d'être avec nous. Et enfin, Éric Alt, bonsoir. Vous êtes magistrat, vice-président d'Anticor. C'est une association qui lutte contre la corruption et qui milite pour l'éthique en politique. Première question pour vous, Manon Laporte. On se souvient il y a 8 ans de cette phrase de Nicolas Sarkozy, les paradis fiscaux, c'est fini. Aujourd'hui, le problème reste entier. On le voit avec ces révélations des Paradise Papers. Pourquoi, selon vous ? Les Paradise Papers, c'est de l'optimisation fiscale, certes agressive, mais c'est en toute légalité. Hein. On n'est pas en cas de fraude fiscale, de délit, d'infraction. On ne dissimule pas ses revenus, mais on veut payer moins d'impôts. Donc, c'est de l'incivisme fiscal, mais ce n'est pas de la fraude fiscale. Ce n'est pas de la fraude fiscale, Éric Bocquet, mais selon toujours les révélations de nos confrères de ce consortium de journalistes qui révèlent l'affaire, c'est la première fois que c'est chiffré, c'est 350 milliards d'euros par an. Pour la France, ça représenterait un manque à gagner de 20 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous avez les mêmes chiffres ? Malgré le durcissement des lois, vous qui avez travaillé sur toutes ces questions, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça veut dire qu'on n'a pas attaqué le cœur de la machine ? Moi, quand j'entends ce débat récurrent sur optimisation, évasion, c'est le cas. C'est un ministre des Finances britannique qui a dit la différence entre les deux, elle est dans l'épaisseur du mur d'une prison. Dennis Healey, chancelier de l'échiquier dans les années 80. Et si c'est légal, pourquoi ça se pratique avec autant d'opacité et de discrétion et de dissimulation ? Pourquoi sont des cabinets dont on découvre l'existence à l'occasion de ce travail remarquable des journalistes d'investigation pendant des mois sur des millions de documents ? Pourquoi il faut ça pour que la vérité apparaisse au grand jour si c'est légal ? Où est le problème dans ce cas-là ? C'est la question que je me pose en permanence. Ouais. Éric Alt, en plus, on voit que finalement des personnalités sont éclaboussées. Le secrétaire d'État américain au commerce, la reine d'Angleterre, on apprend que 10 millions de livres sterling d'avoirs ont été placés dans des fonds aux îles Caïmans et aux Bermudes. Alors, on a bien compris la différence entre optimisation et fraude fiscale. Ça reste malgré tout choquant pour les contribuables. Oui, parce que le chiffre pour la France, c'est 20 milliards, vous l'avez dit. Pour la fraude et l'évasion, la fourchette, c'est entre 60 et 80 milliards d'euros qui nous échappent chaque année. Je rappelle que le service de la dette, c'est environ 41 milliards d'euros. Et on voit effectivement toute une richesse dont nous sommes privés. Ça se concrétise en services publics appauvris ou en concentration de la pression fiscale sur une petite partie de la population, celle qui ne peut pas avoir accès à ces mécanismes, certes légaux, mais quand même assez complexes, d'évasion fiscale. Éric Vernier, tous les États, on le voit aujourd'hui dans leur législation, finalement essaient de rivaliser d'ingéniosité pour attirer notamment les grandes fortunes. Il y a un rôle actif finalement aussi des États qui participent à ce système. Oui, c'est ça qui est dommage d'ailleurs, c'est que la réponse aujourd'hui, c'est de faire du dumping fiscal, c'est d'aller vers le moins-disant fiscal, notamment pour certains, encore une fois, ça vient d'être dit, mais on va baisser le taux d'imposition pour certaines entreprises, on va baisser le taux d'imposition sur certaines grandes fortunes, notamment avec la disparition de l'ISF par exemple en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse, ça a l'air d'être, on va finalement faire comme tout le monde, c'est-à-dire comme les paradis fiscaux. On va avoir 200 paradis fiscaux dans le monde et on va se combattre. En plus, ça ne résoudra rien parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira encore plus bas. Et la réponse, aujourd'hui, elle est là et elle est très dangereuse parce que, évidemment, on se rabattra sur ceux qui devront payer pour les autres, pour ceux qu'on aide. Et c'est évidemment le contribuable lambda qui va payer. Et c'est ça le danger. Manon Laporte, pourquoi est-ce que c'est aussi difficile de réguler ce système selon vous ? Ce sont les États. Je veux dire, par exemple, dans l'Union européenne, on a un taux d'IS qui est différent selon les États. La majorité, c'est l'unanimité, c'est la règle qui s'applique. Impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés. Donc, s'il y a une volonté politique, il faut aussi que les États se mettent autour d'une table et qu'on ait une harmonisation fiscale dont vous étiez d'accord, d'ailleurs, il y a plusieurs années, le droit des accises, c'est-à-dire une base de droit des sociétés consolidé où, effectivement, il y a un impôt européen.
Sinon, on ira toujours au plus 10 ans. On préférera être exonéré des plus-values en Belgique plutôt que de payer un taux important ici. C'est possible, ça, Éric Bocquet, cette harmonisation fiscale, notamment au niveau européen, hein, quand on voit les pratiques de certains pays, comme l'Irlande, notamment. Et les Pays-Bas. Oui, où Manon Laporte. Je crois que si on avait commencé l'Union européenne il y a 60 ans, avec le traité de Rome, si on avait fixé comme objectif à 20 ou 30 ans d'atteindre effectivement une harmonisation fiscale et harmonisation sociale en même temps, ben nous y serions 60 ans plus tard. Or, c'est l'inverse qui a été fait. On a ouvert un grand espace commun en élargissant les écarts entre les salaires minimaux, entre les taux de fiscalité, et donc forcément, c'est la jungle. Ça nourrit forcément le moins-disant et le dumping. Et au bout, ce sont les États qui sont dépouillés pour construire des sociétés civilisées et rendre des services à la population qui les ont désignés. L'enjeu, il est là. On est sur un enjeu de fond, là. Éric Alt. Cette optimisation fiscale, cette concurrence agressive, c'est une course à l'abîme. Et il ne peut pas y avoir de destin européen commun si il y a une concurrence fiscale telle qu'elle existe aujourd'hui entre les États. Il ne peut pas y avoir de système de libre-échange à l'échelle mondiale si, par ailleurs, les mêmes pays se font une concurrence fiscale agressive. Et donc, c'est... Dans quelle société, dans quel monde voulons-nous vivre? C'est ça la question qui finalement est posée derrière ces révélations. Éric Vergniet, il y a un problème de manque de coopération inter-États au niveau européen, mais aussi la coopération internationale de ces pays qui sont pointés du doigt comme paradis fiscaux. Oui, en général, d'ailleurs, c'est avec l'accord tacite de tout le monde, pour différentes raisons. Alors, soit on a besoin de ces territoires, y compris les gouvernements des démocraties, qui ont besoin, dans certains cas, de ces territoires. On a les entreprises nationales qui, finalement, sont plus compétitives si elles payent moins d'impôts. Ça peut paraître bizarre, mais, par exemple, les États-Unis font en sorte que leurs entreprises puissent payer moins d'impôts ailleurs, à l'étranger, pour être plus compétitifs contre les entreprises étrangères. Donc finalement, il y a une complicité tacite de tous les États, parfois par intérêt personnel aussi. On l'a vu d'ailleurs dans les révélations depuis hier, mais ça va continuer. Ceux-là même qui doivent combattre la fraude sont parfois dans la fraude. Et puis, il y a aussi des accords internationaux. Vous savez, vous avez toujours l'intérêt supérieur qui prévaut. Et donc, quelquefois, on a des accords comme ça. Tu ne m'embêtes pas trop sur mes dispositions territoriales et en échange, je voterai ta résolution dans tel organisme international. Et donc, on a finalement une complicité objective ou parfois tacite. Ouais. Je vous vois acquiescer, Éric Bocquet, mais ça reste révoltant. Complètement. Écoutez, un exemple très concret. Là, dans les Paradise Papers, il est question des Bermudes. Si je regarde la liste française des paradis fiscaux, les Bermudes n'y figurent même pas. Comment c'est possible? Il y a 6 ou 7 territoires. On y a rétabli en catastrophe le Panama l'an dernier parce qu'à l'évidence, on ne pouvait pas ne pas inscrire le Panama après les Panama Papers. Et on a le Guatemala, on a Niue, Nauru, le Botswana et le Sultanat de Brunei. Il n'y a pas Jersey, il n'y a pas Guernesey, il n'y a pas les Bermudes. Alors, il ne faut pas affirmer dans les discours qu'on combat l'évasion fiscale et ne pas se donner les outils pour effectivement mener la bataille. Il y a une ambiguïté évidente. Vous vous rappelez tout à l'heure que Nicolas Sarkozy avait en son temps décrété la fin des paradis fiscaux sur un ton très péremptoire au lendemain du G20 de Londres. Et on en est où aujourd'hui? On n'a pas avancé d'un pouce. On était dans le cas de l'assistance administrative. Vous vous rappelez il a décrété la fin des paradis fiscaux, Madame Laporte. Oui, il avait peut-être décrété la fin des... Mais encore une fois, on ne parle pas de paradis fiscaux, on parle d'optimisation fiscale. Pardon d'y revenir. Et alors, il y a aussi un problème, outre la pression fiscale, il y a la sécurité fiscale. Elle passe par des paradis fiscaux, cette optimisation fiscale, Manon Laporte, par des montages compliqués, puisque l'Irlande, c'est pas un paradis fiscal, c'est un pays européen. Les Pays-Bas, c'est un pays européen où effectivement les redevances ne sont pas taxées. C'est pour ça que d'ailleurs Google a une holding là-bas, les dividendes ne sont pas taxés. Donc, on choisit son pays parce qu'il y a des règles fiscales qui sont plus intéressantes qu'ailleurs. Donc, ce n'est pas forcément un paradis fiscal. Un paradis fiscal, ça obéit à un certain nombre de règles. L'assistance administrative, qui sont... il y a plusieurs règles, la sécurité, le secret bancaire, etc. Donc, il n'y a pas que la pression fiscale. Et je voulais ajouter que, hormis la pression fiscale, il y a aussi l'insécurité juridique croissante en France. Et il faut aussi se poser la question, pourquoi les investisseurs se dirigent aussi peut-être vers d'autres États que la France. Ouais. Qu'est-ce que vous appelez de l'insécurité juridique? Ça change la loi de finances. Au lieu de prévoir une règle pour 5 ans, et je ne parle pas de la rétroactivité des règles fiscales, elle prévoit des règles qui changent tous les ans.
on découvre toute la difficulté de lutter contre les paradis fiscaux. C'est que même dans la sémantique, on va jouer sur les mots en disant vous voyez, ça ne correspond pas à la définition, donc ça n'est pas un paradis fiscal. Je suis désolé, quand on voit les montages des GAFA qui passent par les Pays-Bas, par l'Irlande, par les îles Vierges britanniques, on est bien dans des montages sophistiqués qui font appel plus à l'abus de droit qu'au droit, et donc plus à l'évasion fiscale qu'à l'optimisation fiscale, et donc de dire à partir du moment où vous avez tel ou tel élément qui n'apparaît pas, vous n'êtes pas un paradis fiscal. Je crois que là, effectivement, juridiquement, ça se défend. Dans les faits, aujourd'hui, le grand public le voit bien. C'est défend, c'est l'OCDE. C'est l'OCDE qui donne un certain nombre de critères. Des juristes, je ne parle pas de vous en particulier. Mais ce sujet est parfaitement identifié depuis de nombreuses années. Et il y a d'ailleurs eu d'excellents rapports parlementaires sur le sujet, dont celui de M. Bocquet. Et il y a aussi eu des mesures qui ont été adoptées par le législateur. Mais c'est vrai que certaines de ces mesures, parmi les plus importantes, les plus audacieuses, ont été censurées par le Conseil constitutionnel. Je me souviens, en 2013, le législateur avait voté l'obligation pour les intermédiaires financiers de dévoiler les schémas d'optimisation fiscale. Ceci a été censuré par le Conseil constitutionnel. Le législateur avait prévu de connaître les bénéficiaires réels des trusts et des sociétés écrans. Ceci a été censuré par le Conseil constitutionnel. Au nom du secret bancaire, alors, au nom soit de la liberté d'entreprise, soit de la liberté privée, soit de l'imperfection rédactionnelle, mais ceci a été censuré. Le législateur avait adopté la dernière session l'obligation de reporting pays par pays, c'est-à-dire de dévoiler des informations capitales pour les entreprises, savoir dans quel pays elles payent des impôts, dans quel pays elles ont des employés, ce qui permettait effectivement de dévoiler les mécanismes de prix de transfert, de prix de cession interne, donc d'évitement de l'impôt. Bien, là aussi, ça a été censuré par le Conseil constitutionnel. Donc je pense que nous-mêmes, par rapport à notre propre architecture juridique, par rapport à notre Constitution, et peut-être par rapport au Conseil constitutionnel, nous avons un vrai problème. Éric Bocquet, on le disait, tous ces pays, ce sont des nains politiques, ça a été rappelé, mais ils arrivent à imposer leurs lois, finalement, aux grands États industriels. C'est paradoxal ? Je crois que les États ont capitulé et abdiqué leur pouvoir. C'est parce qu'ils détiennent l'argent, ces États. Ils pèsent très lourd, les États, les îles Anglo-Normands, les Caïmans, les îles... Ça pèse énormément, on le sait bien. Donc ceux qui tiennent l'argent sont ceux qui tiennent le pouvoir. Et il y a eu une bascule de ces 30 dernières années. Le pouvoir n'est plus dans les assemblées. Je le dis tranquillement, le pouvoir, il est ailleurs. Il est dans ceux qui financent les États, qui financent les dettes. Monsieur Alt, il faisait référence, effectivement. Le déficit de la France, c'est 2 fois les intérêts qu'on paye chaque année aux marchés financiers qui nous financent. Ça va durer combien de temps ? Parce qu'on a réemprunté l'an dernier 185 milliards et on prévoit de réemprunter en 2018 195 milliards. Mais ça ne va jamais s'arrêter. C'est un cycle infernal. Le pouvoir a été abdiqué. Il faut que le politique, avec un P majuscule, reprenne les affaires du monde en main. Je pense qu'on est arrivé à ce stade-là de l'évolution de l'économie. Manon Laporte, c'est possible quand on voit les censures consécutives du Conseil constitutionnel. Le politique peut reprendre la main sur ces scandales. Oui. Le politique doit reprendre la main, c'est essentiel. Mais alors pourquoi ne pas modifier la fiscalité, par exemple, de Google ? Faire que, puisque Google, le tribunal administratif a rejeté la demande de l'administration, évidemment, puisque Google n'a pas d'établissement stable. Alors il faut peut-être se poser la question, pourquoi on ne va pas taxer les actifs immatériels ? Pourquoi on ne change pas de taxation, finalement ? Et c'est ce qu'avait proposé Pierre Collin, qui est conseiller d'État, d'ailleurs, en 2013. Il y a des pistes de réflexion intéressantes, Éric Bocquet, ensuite dans la parole. Oui, non, mais vous l'avez rappelé, au sein de l'Union européenne, il faut l'unanimité des 28 États membres pour les décisions fiscales. Donc c'est pas demain la veille. Qu'est-ce qu'on attend pour changer cette règle-là ? Il y a des thématiques sur lesquelles on dégage des majorités qualifiées, sur certaines thématiques, transport et autres. Qu'est-ce qu'on attend pour que la fiscalité qui est centrale dans nos politiques soit pas gérée de la même manière ? Dès lors qu'il y a 6-7 États puissants, sans mépris pour les autres, qui seraient d'accord sur une démarche d'harmonisation, eh ben on engage le chantier. C'est pas demain que ça va arriver. Malte, l'Irlande et d'autres s'opposeront toujours à toute tentative d'harmonisation. C'est un vrai sujet politique. Et les lois, les règles faites à l'Union européenne ne sont pas venues de Mars. Elles ont été décidées par des dirigeants il y a quelques années. Voilà, c'est une décision politique à un moment donné, des règles de fonctionnement de l'Union européenne. Éric Vergniet, il y a beaucoup d'opacité, ça a été rappelé au début de ce débat sur les circuits de cet argent. D'où vient cet argent ? Ce n'est pas forcément de l'argent sale, de l'argent qu'on veut blanchir, qu'on place dans ces paradis fiscaux. Non, alors pour le moment, dans les révélations des Paradise Papers, on est avec de l'argent propre pour le moment.
On va attendre encore on quelques attend, jours. On aura des révélations je pense toute la qu'on semaine, aura- effectivement. On aura des révélations et je pense qu'on aura d'autres choses. On ne peut avoir qu'autre chose, puisque justement, ces territoires accueillent l'argent, quel qu'il soit. L'argent n'ayant pas d'odeur, c'est vraiment l'argent qui peut venir de partout. On l'a vu avec les Panama Papers et on l'a vu dans d'autres affaires. Donc effectivement, on a de l'argent sale, on a de l'argent propre. Ça représente des milliers de milliards de dollars d'avoir. Parce qu'il y a l'argent, mais il y a aussi ce qui est investi dans les tableaux, dans les bijoux, dans l'or, dans les bateaux, dans les yachts. Donc on a une somme considérable qui est planquée sur ces territoires. Mais finalement, j'ai envie de dire quand même, si on regarde les définitions, si on entend, comme le disait Monsieur Bocquet, que les listes officielles comportent 6 paradis fiscaux, mais pourquoi en parle-t-on ? On n'a pas besoin de lutter, ça n'existe pas. On a 6 paradis fiscaux dans le monde si on prend les définitions officielles. Donc je crois qu'effectivement, là, il va falloir sortir un petit peu de ces carcans de définitions très fermées, de réflexions un petit peu étriquées, et puis se dire, non, aujourd'hui, il y a une réalité, il y a des milliers de milliards qui échappent au territoire pour leur développement, l'Afrique en crève, la Grèce a des problèmes parce qu'effectivement, l'argent des armateurs, des milliardaires est ailleurs. L'Argentine, lorsqu'elle est en crise, l'argent immédiatement sort du pays. Donc effectivement, il va falloir un jour regarder ce qui se passe sur le terrain et arrêter de regarder dans les lois. Ouais, comment on fait, Eric Alt? On voit encore, je le rappelais, la ligne de défense du secrétaire américain au commerce qui dit, Wilbur Ross, je n'ai rien fait de répréhensible. Une fois de plus, c'est cette limite entre l'optimisation fiscale et la fraude fiscale. Ça veut dire qu'il faudra changer les règles. Aujourd'hui, je lisais une étude récente à laquelle participe d'ailleurs un chercheur français, Gabriel Zucman, qui dit que c'est 10% du PIB mondial qui se trouve dans les paradis fiscaux. On ne peut pas continuer comme cela. D'abord, nous avons des principes. Article 13 de la Déclaration des droits de l'homme, égalité devant l'impôt. Et puis, nous avons aussi un principe de souveraineté. Finalement, nous bradons, nous abdiquons notre souveraineté. Si la réalité du pouvoir, elle est dans les paradis fiscaux, elle est du côté des grandes entreprises. Donc c'est un enjeu, un défi considérable pour notre démocratie que de reprendre cette souveraineté. C'est un enjeu de souveraineté, Éric Bocquet ? Oui, c'est un enjeu de souveraineté. Et puis il faut rappeler le sens de l'impôt. Le fond de l'affaire, c'est l'impôt. Pourquoi on paye de l'impôt ? Pour avoir un retour des services, pour avoir un monde civilisé. C'est Morgenthau qui disait, le secrétaire d'État au Trésor de Roosevelt dans les années 30, l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. Ben voilà l'enjeu, effectivement. Réduire ainsi sa contribution à la solidarité et au fonctionnement des États, c'est injuste parce que ça contrevient au principe d'égalité. Et au nom de quoi c'est Apple qui déciderait de payer telle somme dans tel État ? Ce sont les États qui sont les seuls habilités à lever l'impôt. C'est le Parlement qui fixe la loi. La loi, l'impôt, c'est un barème. Vous gagnez ça, vous payez ça. Au nom de quoi on autorise Apple et Google et d'autres de choisir l'impôt qu'ils payent dans l'État qu'ils choisissent? C'est tout à fait inacceptable. Oui, c'est une vraie question de souveraineté et de démocratie, y compris. Manon Laporte. Non, mais je suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites, Monsieur Bocquet. Sauf que, par exemple, il y a la question des rulings. La question des rulings, c'est l'administration fiscale qui prend des accords avec certaines sociétés, comme par exemple Apple. Ce que M. Juncker a fait au Luxembourg. Donc, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des conventions internationales, il y a une notion d'établissement stable, il y a des imbrications internationales. Alors à ce moment-là, il faut tout modifier. Et les 2000 salariés de Google en France, ils sont où? Ils sont dans la rue? Non, mais c'est le tribunal administratif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais c'est le tribunal administratif. Ce sont des magistrats qui ont décidé qu'il n'y avait pas d'établissement stable pour Google. Donc, avec les mêmes faits, les Italiens ont dit exactement le contraire. Voilà. Oui, non, moi, je ne suis pas juge administratif. Oui, tout à fait, mais rappelons quand même que pour les mêmes faits, la même situation, les Italiens ont imaginé autre chose. Donc là, effectivement, il y a sûrement une interprétation, encore une fois, des textes de la situation. Et là, il faudra être, comme le disait M. Alt, extrêmement clair sur les règles et ne pas laisser ce flou artistique autour de ces règles. C'est une convention internationale, ça s'appelle la hiérarchie des normes et le juge administratif a respecté les conventions internationales. Ça veut dire qu'il faut reconsidérer ces conventions internationales. Voilà, tout à fait. Effectivement, Donc, il y a un gros travail. Morgenthau disait, l'impôt c'est la condition pour vivre dans une société civilisée. Trop nombreux sont ceux qui veulent une civilisation au rabais. Voilà, tout à fait.
Éric Bocquet, au début de cette émission, on faisait réagir votre collègue sénateur Gérard Longuet qui lui juge l'impôt confiscatoire et finalement pour lui eh bien, ce rapport à l'impôt justifie presque cette situation où on cherche à optimiser eh bien, ses avoirs fiscaux. Mais il faudra qu'il explique ça à ses collègues de la même sensibilité qui ont voté à l'unanimité les deux rapports des deux commissions d'enquête en 2012 et 2013 sur la base du travail qui avait été mené, des propositions qui ont été formulées. On était d'accord sur le constat et les propositions y compris. Non, ce discours sur l'impôt confiscatoire, franchement, c'est insupportable. La moitié des ressources du budget de la République, c'est la TVA, que tout le monde paye. Même le bénéficiaire du RSA paye la TVA tous les jours avec sa petite consommation. Là, il y a une injustice flagrante. Mais l'impôt confiscatoire, enfin attendez, il y a 3250 familles françaises les plus riches de ce pays, donc, ont 140 milliards d'euros dans les paradis fiscaux. On va accepter ça jusque quand ? Il n'y a pas d'argent dans ce pays, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'euros. Non, l'impôt confiscatoire, non, il faut un impôt progressif. On voit bien les tentatives des gouvernements successifs pour faire revenir justement ces fortunes en France et ça ne marche pas. Mais enfin, attendez, c'est pas les grosses fortunes qui vont fixer la loi fiscale en France. Ce sont les États, les parlementaires, les gouvernements. S'il y a une vraie volonté, on y va comme ça. On ne choisit pas. Il n'y a pas tant d'exilés fiscaux que ce qu'on dit. Il y en a. Il y en a beaucoup. Non, on grossit le trait. Les gens ne partent pas comme ça du jour au lendemain. Il y en a quelques-uns qui vont. Il y en a qui reviennent aussi, notamment actuellement de Londres. Certains reviennent avant le Brexit. Donc arrêtons aussi de parler de fuite de cerveau, de fuite de richesse. Ça n'est pas une hémorragie telle que certains la décrivent pour justement parler d'enfer fiscal ou d'impôts confiscatoires. On est quand même très loin de cela. Le problème n'est pas là et on ne va pas faire des montages dans les paradis fiscaux pour échapper à un impôt qui paraîtrait peut-être un petit peu trop important. Quand on le fait, c'est parce qu'on veut vraiment gagner beaucoup plus d'argent et non pas parce que on veut sortir de quelques points d'impôt. Pardon, c'est méconnaître la réalité du terrain. Quand vous avez des commerçants... Il y a des chiffres. Oui, mais les chiffres de Bercy. Il y a des chiffres. Ils sont faux les chiffres de Bercy, Manon Laporte. Non, mais pas les mêmes. Il nous disait qu'il y avait 700 exilés fiscaux par an il y a quelques années. En fait, il s'avère qu'il y en a beaucoup plus. Et d'ailleurs, l'ont admis dans un dernier rapport où il y a beaucoup de chefs d'entreprise, et vous le savez très bien, qui s'en vont parce que les centres décisionnaires de leur entreprise sont délocalisés, ils y vont aussi. Donc il y a beaucoup plus de gens, et y compris des professions libérales qui déménagent, y compris, j'avais le cas de... Non, mais vous dites non, mais il faut aller faire une enquête et regarder vraiment ce qui se passe, au lieu de dire que vous n'y croyez pas. Non, moi je m'inquiète. Y compris les retraités. En revanche, comme l'université, par exemple, est sous-financée, nous avons beaucoup de brillants chercheurs qui quittent la France pour aller à l'étranger. Donc, si nous ne récoltons pas suffisamment d'impôts pour faire fonctionner à un niveau convenable nos services publics, eh bien, nous en payerons le prix d'une autre façon et peut-être d'une façon plus cruelle encore. Éric Bocquet, le mot de la fin pour vous en tant que parlementaire. Qu'allez-vous faire, cette nouvelle révélation 100 fois sur le métier, remettre son ouvrage, des questions au gouvernement, des demandes de commission d'enquête, le travail continue, parce qu'on est loin du bout, parce qu'on a eu HSBC, on a eu UBS, on a eu Offshore Leaks, LuxLeaks, SwissLeaks, etc. Et demain, d'autres affaires surgiront. Il va falloir vraiment que le politique s'attaque résolument, avec clarté, transparence et détermination à ce sujet. Sinon, on va encore pleurer, on va s'émouvoir quelques journées, et la vie ne va pas changer. Un mot, Gérard Longuet, de l'actualité du jour, ce sont aussi les Paradise Papers, ces révélations qui mettent dans la lumière ces pratiques d'optimisation fiscale légale de grandes entreprises, de grandes fortunes, mais tout cela est légal, mais ça montre aussi les failles du système fiscal international. Non, ça montre simplement qu'il y a une réticence à l'impôt, et quand l'impôt est confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays, les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat, et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier, ça s'appelle les experts fiscaux, et ils font leur métier. Tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. C'est logique, mais est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral. Je trouve que quand on vous prend 80 à 90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. En somme, vous n'estimez pas que l'exécutif doit se charger de prendre ce dossier des paradis fiscaux? C'est une dialectique entre celui qui impose et celui qui paye. C'est une dialectique permanente, comme le glaive et le
bouclier. Il y en a un qui frappe et l'autre qui se protège. Même si cela fait des centaines de milliards d'euros qui mais attendez, ne viennent pas dans les caisses de l'État. Ne viennent pas dans les caisses d'État, tant mieux, parce que l'État le gaspille assez largement et dépense de l'argent inutilement. Et donc que l'État se remette d'abord à vérifier ses dépenses avant de prendre dans l'argent des autres. Sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Juliette Renaud. Bonjour, vous êtes chargée de campagne sur les industries extractives pour l'ONG Les Amis de la Terre. Merci d'être avec nous. Joël Labbé, Francis Dusseux, pardon, et c'est également sur ce plateau, président de l'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières. Merci à vous. Joël Labbé est également sur ce plateau. Vous êtes sénateur RDSE du Morbihan, membre de la Commission des affaires économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Ladislas Poniatowski, bonjour, vous êtes sénateur Les Républicains de l'Eure. Vous êtes membre de la Commission des affaires étrangères. Première question pour vous, Joël Labbé, puisqu'on a vu le Sénat finalement en commission détricoter le texte dans la version souhaitée par le gouvernement. Les sénateurs estiment bien que ce texte est plutôt un symbole qui se fait au détriment de l'efficacité. Qu'en pensez-vous ? C'est effectivement un symbole, mais qui ne se limite pas au symbolique, justement, parce que c'est un acte fort. Et en portant le regard français vers le moyen et le long terme, enfin, j'oserais dire, parce qu'il s'agit de 2040, donc ce n'est pas un coup près. Le monde industriel lié à ces activités a le temps d'assurer sa transition, parce que cette transition est absolument nécessaire. N'oublions quand même pas que l'on doit rester sous la limite des 2 degrés d'élévation de température. Et pour cela, il faut absolument que 80% des ressources hydrocarbures restent dans le sol. D'où cette nécessité de montrer l'exemple. Et en parallèle, c'est de travailler évidemment sur les économies d'énergie et sur la production d'énergie renouvelable, où là, il y a un secteur industriel en développement avec un potentiel de développement extraordinaire. Ladislas Poniatowski, expliquez-nous un petit peu la position du Sénat. Pourquoi, en commission, finalement, les sénateurs ont-ils souhaité mettre un coup d'arrêt à cette fin souhaitée par le gouvernement de la production d'hydrocarbures ? D'abord parce que nous sommes très dubitatifs sur ce que donnera ce texte. On a bien compris le symbole, ce sont des mesures pas du tout pour tout de suite, pour 2040. Ensuite, il a un caractère un peu donneur de leçons. Vous avez vu que la COP 21 ne se passe pas très bien, la preuve. La COP 23 de Bonn essaie de rattraper ce qui ne se réalise pas et le retard que l'on prend partout. Et donc, qu'est-ce que nous faisons, nous ? Nous sortons ce texte-là. Et il a un peu un caractère donneur de leçons, de genre plus écolo que moi, tu meurs. D'où ce genre de mesures qui sont prises, qui sont vraiment, qui ne servent pas à grand-chose. C'est le premier volet. Mais bizarrement, ce que moi j'apprécie dans le texte, c'est tout le reste. C'est-à-dire, c'est devenu un texte fourre-tout. On parle de plein de problèmes de distribution d'électricité, de problèmes de transport, de gaz. On parle de problèmes de stockage. On parle de toute une série de problèmes qui sont des occasions, puisque le texte touche l'énergie, de régler un certain nombre de petits problèmes, comme par exemple le raccordement des éoliennes en mer sur le territoire national. On va y venir si vous voulez bien. Et donc c'est un fourre-tout qui, lui, n'est pas inintéressant. Votre réaction à ce que vous venez d'entendre, Juliette Renaud. Vous aussi, on a vu les ONG accueillir finalement un peu de façon frileuse ce premier projet de loi défendu par Nicolas Hulot. Et pourtant, même si on est dans le symbole, ça reste important, Joël Labbé l'a rappelé. Oui, c'est-à-dire que ce texte, nous, on l'a toujours rappelé, on est complètement d'accord avec l'objectif ambitieux et approprié puisqu'il s'agit de transcrire dans des actes concrets les engagements qui ont été pris dans l'accord de Paris, dans les actes concrets d'essayer de limiter ce réchauffement climatique en deçà des 2 degrés. Malheureusement, ces actes concrets ne sont pas suffisants. C'est un premier pas dans la bonne direction, mais il faut non pas, comme c'est en train de le faire le Sénat, détricoter un peu plus, mais renforcer au contraire l'ambition qu'il y a dans ce texte. 2040, c'est beaucoup trop tard. Francis Dusseux, vous représentez les industries pétrolières sur ce plateau. Comment avez-vous accueilli ce projet de loi ? Je voudrais dire 2 choses en préalable. D'abord, je crois que c'est une bêtise de poser les énergies entre elles. Je voudrais rappeler qu'au jour d'aujourd'hui, le pétrole consommé en France, c'est 45% de l'énergie totale consommée dans ce pays, ce qui est énorme. Et même si on est absolument
conscient que la consommation va baisser pour toutes les raisons évoquées, le réchauffement climatique, la fiscalité, etc. Imaginez qu'on réduise de 30% à l'horizon 2030, c'est l'objectif du gouvernement, ça fera encore 50 millions de tonnes de pétrole consommées dans ce pays. Et il n'y a pas de moyen technologique d'accélérer. Donc je dis, c'est bizarre cette loi, parce que dans la mesure où si on était convaincu qu'en 2040, il n'y a vraiment plus d'utilisation de pétrole en France, parce qu'on a les alternatives, il y aurait un sens. Là, pas du tout. On aura besoin de pétrole, et tous les experts sont d'accord. Et encore en 2050, peut-être moins, bien sûr moins, mais on aura besoin de pétrole. Et moi, je défends le Made in France, c'est-à-dire tout ce qu'on peut produire en France. Ça génère des revenus, ça génère des jobs. Surtout, ça émet moins de CO2, parce que ce pétrole qu'on ne produira plus en France en 2040, il faudra l'importer. Et en l'important, il y aura du CO2 au transport. Les gens qui produisent le pétrole en Afrique, ils le font différemment. Nous, on fait tout l'électricité. Donc, sur le plan écologique, l'objectif n'est même pas atteint. Donc, si vous voulez, c'est bizarre comme loi, c'est pas très logique. Et puis, alors, la valeur d'exemple. Alors, écoutez, excusez-moi, mais en tant que citoyen français, j'ose pas croire 5 minutes que la France soit capable de donner une leçon ou d'influencer la politique de production de pétrole en Arabie Saoudite, en Russie, aux États-Unis. Je crois que c'est pas possible. Faut être raisonnable. Et là, ne risque pas de nous emboîter le pas. C'est ce que vous dites. Joël Labesseric, cet argument a été développé en séance cet après-midi. Si on arrête la production locale, nationale, on va forcément importer plus de pétrole et on n'est pas sûr du tout de l'empreinte carbone du pétrole importé. Que répondez-vous ? Oui, tout ça c'est lié. Si on s'interdit de le produire ici, c'est pas pour l'importer d'ailleurs. L'objectif, c'est véritablement d'assurer la transition vers les énergies renouvelables. Une production française d'énergie renouvelable, on est en train de perdre du retard là-dessus parce qu'on n'est pas assez radicaux dans nos décisions. La question des économies d'énergie, on peut aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait. Et j'évoquais cet après-midi en discussion générale la question de l'agriculture. Le fameux 4 pour 1000. Si, à l'échelle planétaire, on est en capacité de faire en sorte que les stocks augmentent leur capacité, que les sols augmentent leur capacité à stocker le carbone de seulement 4 pour 1000, on donne une réponse quasi générale aux gaz à effet de serre. Ça veut dire, là encore, dans ce domaine, la remise en question d'un système agricole industrialisé. Derrière vous et nous, en fait, il y a deux modes d'évolution, deux modes de développement. Pour moi, il y a le mode du XXe siècle qui tente à se continuer. Et pour nous, il s'agit d'une façon très déterminée d'ouvrir les portes du XXIe siècle, le siècle de l'après-carbone, parce que vous le vouliez ou non, il faut absolument que l'on s'en sorte. Et on va s'en sortir positivement et avec bonheur, dans la mesure où on est lucide et on prend notre destin en main. Oui. Mais est-ce qu'on peut se passer des énergies fossiles, Ladislas Poniatowski ? Tout de suite, non. Ce ne sont pas des éoliennes qui feront avancer les camions, les péniches, les voitures, j'en suis désolé. Mais sur le plan économique, il y a un autre point sur lequel je voudrais insister, parce que je suis totalement hostile sur ce volet-là. On est en train de condamner, de planter un couteau dans le dos de l'outre-mer, et notamment de la Guyane. On va donc interdire. On a permis à Total de continuer à rechercher, éventuellement à explorer jusqu'en 2040. Oui, mais je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe. En Guyane hollandaise et en Guyane anglaise, on a trouvé des stocks de pétrole et de gaz vraiment très intéressants. Et donc ces deux pays-là sont partis pour avoir un développement économique qui va aider leur population. Il est vraisemblable qu'en Guyane française, tout ça se touche. Le sous-sol, il suffit au lieu d'aller chercher en bas, d'aller chercher en biais. Regardez ce qui se passe en Angola, c'est pas difficile et il y en a forcément. Dans ce département d'outre-mer qui est quand même, économiquement parlant, défavorisé, les populations ont besoin de débouchés. En voilà un formidable. Et qu'est-ce qu'on fait ? Par idéalisme, on ferme le robinet. Et là, vraiment, je condamne très sévèrement ce comportement idéologique qui tourne le dos à la réalité économique. C'est de l'idéalisme, Ladislas Poniatowski, c'est de l'idéalisme selon vous? Ah oui, totalement. Ah oui. Mais attendez, c'est un petit peu comme ceux qui refusaient l'électricité au début du siècle. Pourquoi ne même pas vouloir savoir et connaître ce que nous avons dans notre sous-sol? Et il est vraisemblable que dans ce sous-sol-là, en Guyane, on a des choses
très intéressante. Est-ce qu'on va se priver, Juliette Renaud, de cette ressource importante, notamment en Guyane, comme le souligne Ladislas Poniatowski? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'est pas du côté des idéalistes, on est du côté des réalistes. C'est-à-dire qu'on a très peu de temps pour agir, on n'a que 5 à 10 ans. Là, on a sorti aujourd'hui un rapport qui a été commandité par les Amis de la Terre Europe, un rapport scientifique de l'Université de Manchester, qui montre que l'Union européenne n'a plus que 9 ans avec son budget carbone et que d'ici 2035, il faut réduire de 95% nos émissions d'énergie. Donc on n'a pas le temps en fait, et les questions de possibilités techniques, etc., la question c'est où est la volonté politique et où est-ce qu'on met l'argent de la recherche? Est-ce qu'on va mettre de nouveau l'argent pour aller regarder ce qu'il y a dans notre sous-sol alors qu'on sait qu'il ne faut plus exploiter d'énergie fossile, ou est-ce qu'on va mettre cet argent, ces ressources, que ce soit des ressources privées ou publiques surtout, dans le développement des énergies renouvelables, dans la recherche des économies d'énergie et de la sobriété énergétique. Sur le nombre d'emplois menacés de la filière, on voit aussi la position du Sénat. Pourtant, il y a certainement des aides qui sont prévues pour permettre une transition vers des énergies renouvelables et des métiers associés au développement de ces énergies. Oui, vous savez, ce qui va se passer, c'est que les compagnies qui sont des compagnies étrangères, elles vont quitter la France. Elles ne vont pas. La reconversion est extrêmement difficile. Non, ce que je voulais te dire, c'est que dans tout ce discours, parce que chacun a son point de vue, son approche, il faut respecter ça. Mais ceci dit, il faut quand même être pratique et pragmatique dans la vie. Quand on parle pétrole, on visualise le fuel domestique, on brûle dans les chaudières. Il faut éliminer ça. On visualise aussi tous les carburants automobiles. Où là, il y a un problème, encore que l'efficacité des véhicules est améliorée en permanence. Mais vous avez des problèmes que vous n'allez pas résoudre du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait avec du pétrole? C'est 15% de l'utilisation sur la planète du pétrole, c'est l'alimentation de la chimie. Et la chimie, c'est la vie. Vous en avez partout ici, sur nos vêtements, partout. Qu'est-ce que vous faites? Vous aurez toujours besoin, tant qu'il y aura de la chimie, et la chimie, c'est la vie, de pétrole. Qu'est-ce que vous ferez pour faire décoller un A380? Il n'y a pas de solution. Demandez aux experts, il n'y a pas d'autre solution. Vous ne le ferez pas, l'électricité. Comment vous fabriquerez les routes? Vous irez chercher le bitume ou ça? Les lubrifiants des moteurs électriques. Comment vous allez les produire? Etc., etc. Je veux pas allonger, mais si vous voulez, je trouve que c'est une vue très raccourcie des choses, qu'on baisse, qu'on fasse des efforts, et on en fait partie, nous. De l'objectif de diversifier les compagnies pétrolières vers le gaz qui est moins nocif pour remplacer le charbon dans les centrales électriques, ou vers les énergies nouvelles. Vous avez toutes les grandes compagnies qui vont vers les énergies nouvelles. Donc je dis, soyons pragmatiques, on s'assoit, faisons confiance aux experts, ou alors on repart au tourisme vert et tout le monde reprend un vélo, mais je ne vois pas cette société-là dans 20 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que là, vous aurez un problème énorme de civilisation, de job, de tout, de niveau de vie. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut reprendre son calme, travailler ensemble et vraiment mettre noir sur blanc les applications pratiques et les conséquences de ces lois. Et encore une fois, dire « je produis plus en France le pétrole », c'est le Made in France qui n'est pas bon. Il faut faire le maximum pour produire, mais toutes les ressources du sous-sol français sont bonnes à exploiter. Joël Labbé. Bien, vous êtes dans la défense de votre business, ça se respecte. Maintenant, pour deux aspects, vous allez dire, faisons confiance aux experts. Quid des experts du GIEC, qui sont aussi des experts et qui tirent la sonnette d'alarme? Parce que, monsieur, vous comme nous, par rapport à nos enfants, nos petits-enfants, nous n'avons pas le choix. Alors, la question, l'autre point, vous allez dire, la chimie, c'est la vie. Alors, moi, alors, d'abord, la chimie, il y a tous les aspects positifs de la chimie et on ne va pas les nier. Mais maintenant, d'un autre côté, la chimie, c'est la mort. La chimie, par rapport au sol que j'évoquais tout à l'heure, la chimie, c'est la mort. Il faut en revenir, il faut retravailler toute la vie du sol. Et la chimie qui est utilisée à outrance partout sur la planète, c'est une catastrophe, y compris pour le dérèglement climatique et y compris pour la sécurité et souveraineté alimentaire des pays du Sud. Ladislas Poniatowski évoquait tout à l'heure les territoires d'outre-mer. En parlant de la Guyane par rapport aux ressources de la Guyane, ressources pétrolières. Mais la Guyane, comme nos autres outre-mer, vont être les premières victimes du dérèglement climatique et les pays du Sud, l'ensemble des pays du Sud, qui n'ont aucune responsabilité là-dedans, c'est nous qui l'avons la responsabilité.
Donc la question d'être utopiste ou idéaliste, pour nous, il s'agit d'être lucide. Ça fait 50 ans qu'on nous dit qu'on est idéaliste et l'histoire, hélas, nous donne raison. C'est pas pour le plaisir d'avoir raison et c'est pas être passéiste. Il y a une autre modernité à inventer. D'ici 2040, la question de recherche et développement, on a plein de possibilités, on a une nouvelle économie à développer, à créer avec de nouveaux emplois. Et c'est là où on doit être optimiste et positif par rapport à l'avenir. Nous le devons par rapport aux jeunes générations. Peut-être Francis Dusseux, on peut avoir des usages vertueux malgré tout des hydrocarbures selon vous? Je crois, les petits exemples qui ont été donnés, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de visiter ce qui se passe, une production d'hydrocarbures dans le bassin d'Arcachon, près de la digne du Pilat. On va à 1900 mètres de profondeur et on produit 7 fois plus d'eau chaude que de pétrole. Donc cette eau chaude, elle est redistribuée, redonnée gratuitement par l'exploitant Vermillon à une collectivité locale de 400 logements. Ça fait baisser la facture de chauffage de moitié. C'est typiquement le bon exemple. Mais par contre, si vous dites je produis plus de pétrole, mais économiquement parlant, ça marche pas. Donc il faut continuer à produire du pétrole, le vendre pour justifier la production d'eau chaude. Un peu plus loin, vous avez le même exemple, mais ce que vous faites, vous produisez de l'eau chaude à des serres. Il y a plusieurs hectares de serres de tomates. Bon, c'est peut-être marginal, mais c'est des choses qu'on doit développer, qu'on doit faire ensemble, parce que ça, c'est des usages vertueux. À Lac, ça représentait quand même 30% de la consommation gazière de la France pendant 20 ans. Maintenant, il y a un petit résidu de production, mais qui est du gaz soufré. Donc, il y a une concession d'exploitation de gaz. Mais ce qu'il y a derrière, je reconnais que la chimie, il faut faire attention. On en parle beaucoup en ce moment. Bon, mais là, il y a des gens qui sont responsables, qui doivent peut-être interdire certains produits dangereux. Entièrement d'accord. Mais ceci dit, l'utilisation de tous les jours, les pare-chocs, les habits, ces meubles, etc., on ne peut pas s'en passer. Il n'y a pas d'alternative? Ou alors on retourne à une vie primaire d'il y a 2 ou 3 siècles? La Poniatowski, on est au 2e jour, et vous l'avez rappelé, de la COP23 qui se tient à Bonn, présidée par les îles Fidji. Est-ce que vous n'avez pas peur que le Sénat apparaisse finalement à revers justement, de ces négociations qui sont en cours en Allemagne? Ah non, je ne vois pas pourquoi. Non, c'est totalement un autre débat. La COP23, aucune décision ne sera prise à Bonn, vraisemblablement. Par contre, le symbole, que ce soit les îles Fidji qui le prédisent, c'est vraiment très intéressant. Parce que ce sont des îles, ce sont des centaines d'îlots qui commencent déjà à être inondés. Donc, ils sont vraiment concernés par ce problème climatique. Ils attendent peut-être des gestes forts, justement, d'un pays comme la France pour lutter contre le réchauffement climatique. À toutes ces décisions de principe qui ont été prises à Paris pour la COP21, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on prend du retard pratiquement partout. Pratiquement partout. Pas simplement par le nombre de pays, non plus. Pas non seulement par le nombre de pays qui n'ont pas suivi, et donc c'est pour savoir un petit peu, est-ce que d'ici 1 an ou 2 ans, la COP24 ou 25, on est capable de remettre un certain nombre de critères à zéro pour voir comment on peut faire. Parce que l'objectif, lui, alors c'est un objectif auquel nous avons tous adhéré, tenter de diminuer la hausse de la température de notre planète, bravo. Mais pardon, c'est donc pas vous ce adhérez à petit cet objectif, mais tout en refusant qui va diminuer de soutenir ce projet de loi de la planète. Juliette Renaud. Je voudrais revenir sur un peu ce que disait, ce que vous disiez avec les exemples, nouveaux exemples de reconversion. Moi, ce que je vois plutôt, c'est une intention d'essayer de coûte que coûte aller jusqu'à la dernière goutte, chercher la dernière goutte de pétrole et de gaz. On le voit en allant chercher toujours plus loin avec les hydrocarbures non conventionnels, les sables bitumineux, les gaz de schiste. Maintenant, on a cette nouvelle mode, en effet, pour le gaz, qui est censé être l'énergie de la transition, le gaz propre. Le gaz, c'est aussi une énergie fossile. On n'a pas non plus de place pour le gaz dans la transition énergétique. Les fuites de méthane sont très importantes, que ce soit sur l'exploitation de gaz de schiste, l'intensité aussi énergétique, le bilan énergétique du gaz naturel liquéfié qui se développe est catastrophique. Et on est aujourd'hui en train d'investir dans de nouvelles infrastructures gazières, des gazoducs, des terminaux méthaniers, alors qu'on devrait, comme le disait Joël Labbé, tourner la page, entrer dans le 21e siècle et tourner vraiment la page des énergies fossiles. Eh bien, oui. Rapidement pour conclure. Sauf quand même que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça, parce que même le véhicule électrique, qui paraît quelque chose de bien,
Eh bien, écoutez, quand vous faites le bilan d'un véhicule électrique qui sort de la chaîne de fabrication, il a émis 3 fois plus de CO2 qu'un véhicule thermique normal, juste pour la fabrication de la batterie. Les ressources en lithium, elles sont pas inépuisables. Puis vous allez bientôt râler quand vous allez voir ces exploitations massives de métaux rares partout dans le monde. Donc, si vous voulez, les problèmes sont beaucoup plus compliqués que ça. Il faut aller vers une transition énergétique. Mais il y a une solution qui est prônée par les députés, les sénateurs, les compagnies pétrolières. Il faut mettre en place, et c'est la seule vraie mesure pratique, une taxe carbone. Vous taxez, en fonction de la teneur en carbone, les produits. Vous allez rapidement chasser le charbon. On aura l'occasion, Francis Dusseux, si vous voulez bien, d'en parler dans un autre débat. Vous avez annoncé tout à l'heure qu'il serait difficile de réduire à 50% la part du nucléaire d'ici 2025. Comment expliquez-vous, comment justifiez-vous ce recul? Vous savez, j'avais mis les pieds dans le plat, premier, parce que c'est facile de voter une loi, de se fixer des objectifs, et puis de ne pas regarder si c'est faisable ou pas. Ou en tout cas, si c'est faisable sans conséquences, notamment sur nos engagements climatiques. Voilà, et moi je suis obligé de concilier plusieurs objectifs. Premièrement, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Deuxièmement, de réduire notre consommation. Troisièmement, de ne pas prendre de risque de rupture d'approvisionnement. Donc on va maintenir évidemment cet objectif de 50%, sauf qu'on va le rendre possible et on va le rendre réalisable. Donc on va simplement le repositionner dans le temps. Donc un nouveau calendrier. Oui, qui va être le plus court possible. Mais encore une fois, moi, la grande différence, c'est que je ne me pose pas des totems pour m'en débarrasser derrière. On va regarder ce qui est faisable. Je pense que l'échéance de 2030 ou 2035 est une échéance sur laquelle on va travailler. Mais encore une fois, ça, c'est des scénarios qui ont été posés par RTE, qui nous donnent une base de réflexion solide et crédible. Mais la PPE, on va la construire avec les citoyens, avec l'ensemble des acteurs. Et ce matin ouvre maintenant la réflexion et le débat. On ne revient pas sur les objectifs, on les rend tous compatibles. Et en tout cas, notamment, on ne revient pas sur l'objectif de fermer les centrales à charbon. En 2022, nous programmons la sortie des hydrocarbures, la fin des centrales thermiques. Il n'y a pas beaucoup de pays qui l'ont fait. Et en même temps, la réduction de la part du nucléaire dans la production de l'électricité. Cela sonne comme un énorme aveu d'impuissance. Hier, Nicolas Hulot a donc renvoyé la baisse du nucléaire à 2030, voire 2035. Nouvelle échéance sur laquelle le gouvernement travaille désormais. Colère des écologistes qui voient un renoncement de plus du nouveau ministre. Il a répondu aux critiques à l'instant au micro de Tam Tranui. On l'écoute. Oui, monsieur le ministre, alors des députés de votre majorité, des proches, comme Mathieu Orphelin ou encore Barbara Pompili, ont jugé qu'il était possible d'arriver à une part du nucléaire de 50% dans la production d'électricité horizon 2025. Que c'était difficile, mais que c'était possible. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir des scénarios que nous a posé RTE, on va pouvoir en débattre. Eux s'appuient sur l'un des scénarios d'RTE. Oui. Non, l'un des scénarios d'RTE dit qu'effectivement nous pourrions atteindre cet objectif en 2025, mais au détriment de quoi? Au détriment de tous nos autres objectifs, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, de fermeture des centrales à charbon, de ne pas réouvrir des centrales thermiques. Donc la question qui se pose, c'est comment rendre compatible l'ensemble de nos objectifs. Moi, j'ai simplement d'abord reçu ce qui est normal et pris acte des scénarios de RTE. J'ai simplement pointé du doigt quelque chose que j'avais déjà soulevé, c'est que cet objectif qui est nécessaire, qui n'est absolument pas remis en cause, parce qu'on va progressivement, mais on va le planifier, c'est la seule différence, on va le mettre en œuvre, mais on va le faire d'une manière rationnelle, on va réduire la part du nucléaire, et petit à petit, vous reverrez que... réduire nos besoins, réduire nos exportations, comme le dit RTE dans l'un de ces scénarios, vous pensez que ça ne suffit pas pour arriver à 2025 ou juste après? Écoutez, en tout cas, la PPE, pour l'instant, elle reste à faire. Donc rien n'est gravé dans le marbre. Mais je considère aujourd'hui que si on veut être crédible dans l'ensemble de nos objectifs, il faut qu'on soit quelquefois objectif. On ne peut pas, au prétexte qu'il y a un trophée ou un totem, s'obstiner dessus, parce qu'on va perdre de la crédibilité surtout. En tout cas, la seule chose qui change, c'est que justement, le débat, la réflexion, la programmation, la planification, elle est engagée. Parce que jusqu'à présent, on a posé des objectifs, mais on ne s'est pas trop soucié de savoir s'ils étaient réalisables. Donc moi, je rentre maintenant dans la transparence,
dans la vérité, on a presque un an devant nous pour associer l'ensemble des partenaires et on va co-construire cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc que chacun se calme. Ce qui est important d'abord, c'est d'être dans la transparence, la vérité et l'exigence. Et de ce point de vue-là, rien n'a changé. En revanche, quand on se fixe un objectif, puis qu'on ne se pose pas la question de savoir s'il est réalisable, je ne pense pas que c'est comme ça qu'on établit de la crédibilité et de la confiance. Vous entendez l'inquiétude des ONG, vous entendez aussi ceux qui appellent à un véritable plan. Oui, ceux qui auraient dû être inquiets, c'est de s'apercevoir que depuis que cette loi a été votée, rien n'avait été fait. C'est quand même curieux que l'inquiétude surgisse au moment où, au contraire, moi, je m'intéresse à la faisabilité des objectifs qui ont été fixés. Donc cette inquiétude, je le dis très gentiment à mes amis, c'est qu'ils auraient dû l'énoncer avant. Parce qu'ils auraient dû s'inquiéter qu'on n'en parlait pas, qu'on avait mis sous le tapis un objectif et les moyens d'y parvenir. On va prolonger le débat avec mes invités en plateau sur cette sortie qui semble impossible du nucléaire en France. Avec vous, Fabienne Keller, bonjour, sénatrice Les Républicains du Bas-Rhin. Merci d'être avec nous. Charlotte Mijon est également sur ce plateau. Bonjour, vous êtes porte-parole de l'association Réseau Sortir du Nucléaire. J'accueille également Boris Lengok. Vous êtes le porte-parole de la Société française d'énergie nucléaire, la SFEN. Et enfin, Ronan Dantec, bonjour, vous êtes sénateur RDSE, apparenté RDSE, de la Loire-Atlantique. Et toujours écologiste. Et évidemment, sénateur écologiste. Première question d'ailleurs pour vous, Ronan Dantec. Comment réagissez-vous à cette annonce? C'est une promesse de François Hollande, d'Emmanuel Macron, qui se retrouve atomisée aujourd'hui? Non, je pense qu'il faut rester un peu tranquille. Je pense que Nicolas Hulot a pas très bien géré son annonce. C'est d'abord un rapport de RTE qui dit ça sera difficile en 2025. Je rappelle notamment que la PPE, et on s'était battu dans la loi de transition énergétique pour qu'elle aille jusqu'à 10 ans, même j'étais beaucoup intervenu là-dessus, donc elle va jusqu'en 2028, qui n'est pas 2025. Nicolas Hulot dit le 50% peut-être en 2030. Si c'est une PPE de 2028 qui amène vers le 50%, il n'y aura pas de drame. Donc je pense qu'on dramatise trop tôt. Je pense qu'il reste combatif. J'ai échangé avec lui. Surtout, je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours la même logique du lobby. Le lobby part de l'idée que dès qu'on débranchera la première centrale... Parce que cette décision, c'est suite au poids des lobbies sur Nicolas Hulot, c'est comme ça que vous l'interprétez? Non, je pense que surtout le lobby, j'ai vu intervenir, se réjouir, le lobby voudrait faire croire qu'on a abandonné l'objectif. En fait, comme depuis le vote de la loi, les décisions n'ont pas été prises en développement du renouvelable, effectivement, on a pris du retard. Mais ça ne change rien à la question fondamentale. La question fondamentale, c'est que le nucléaire, c'est beaucoup trop cher. Non seulement c'est dangereux, mais ça n'est plus concurrentiel à l'échelle internationale. Je savais qu'il allait réagir, mais il m'expliquera pourquoi, quand on est à 120 € sur l'EPR et à 30 € sur le photovoltaïque, d'un point de vue libéral, c'est quand même l'EPR qui gagne. Mais en tout cas, il faut commencer à fermer. Il faut que la PPE à 5 ans ne ferme pas que Fessenheim. Je pense que Tricastin doit suivre. Cattenom doit être dans la liste pas loin derrière. Donc on a déjà à peu près la liste. Et puis la SN nous dira aussi quelle tranche nucléaire, effectivement. Et puis il faut continuer de développer fortement le renouvelable. On voit bien toutes les tentatives pour, même encore cet après-midi dans la discussion. Donc finalement, vous saluez le pragmatisme du gouvernement. Je ne dis pas que Nicolas Hulot a géré au mieux l'annonce, pas non plus exagéré, mais l'objectif est toujours sur la table et on sera toujours en soutien pour l'atteindre puisque le nucléaire est une énergie qui est derrière nous. Votre réaction, Boris Lengok? Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, déjà, l'annonce de Nicolas Hulot marque bien qu'en fait, on a besoin de l'énergie nucléaire pour atteindre nos objectifs climatiques. Ça, c'est la première chose. On ne réduit pas le nucléaire juste pour réduire le nucléaire. Et en fait, ce que nous a montré hier le rapport de RTE et la déclaration du ministre Nicolas Hulot, c'est qu'on a bien besoin de l'énergie nucléaire pour réduire nos émissions de CO2. Et c'est grâce au nucléaire actuellement que la France est le pays le moins émetteur des pays du G7. Ça, on a tendance à l'oublier, mais 95% de l'électricité qui est produite en France n'émet pas de CO2. Donc, ce sont les chiffres du GIEC, c'est bien reconnu comme étant une des énergies pour lutter contre le réchauffement climatique. L'urgence, c'est le climat. Et donc, l'annonce de Nicolas Hulot qui intervient pendant la COP23 qui est en train de se dérouler. Au deuxième jour. Voilà, exactement. Montre bien qu'il y a une urgence et montre bien aussi que le nucléaire peut faire partie des solutions pour justement réduire nos émissions de CO2. Il n'y a pas d'enjeu sur le climat. Si on remplace du renouvelable, le nucléaire par du renouvelable, ça reste du zéro CO2. Ça, c'est un point qui est
intéressant. Mijon, peut-être Remplacer, votre réaction. on est d'accord. Juste, je peux rebondir là-dessus. Remplacer une énergie qui n'émet pas de CO2 comme le nucléaire par une autre énergie qui n'émet pas de CO2 comme peuvent l'être les énergies renouvelables, vous n'avez aucun impact sur le climat, mais par contre, vous avez des impacts économiques qui sont colossaux. C'est ça que je voulais vous dire. La réaction de Charlotte Mijon, l'enjeu, c'est avant bien de de donner la parole réduire à les Sabine énergies Keller. fossiles. Doris Lagos, moins s'il vous plaît. cher. Vous avez raison. Charlotte Mijon. Je voudrais ramener les choses. Il y a quand même un enjeu de sûreté qui se pose, qui est extrêmement lourd en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même les 2/3 des centrales qui ont actuellement dépassé les 30 ans de fonctionnement. Si on repousse cet objectif de réduction de la part du nucléaire à 2030, voire 2035, ça veut dire qu'on aura une trentaine de réacteurs qui seront toujours sur le réseau, qui auront plus de 40 ans. Or, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est dans une situation qui est extrêmement critique du point de vue de la sûreté. Aussi bien pour des questions techniques, d'obsolescence et de vieillissement des matériaux que de questions organisationnelles et financières. Ce que l'on voit, c'est qu'Areva et EDF n'ont plus les moyens d'assurer la sûreté de leurs installations, comme l'a montré la mise sous surveillance renforcée de la centrale nucléaire de Belleville récemment, où on voit qu'on se retrouve avec des tuyauteries corrodées car mal entretenues, avec des vannes qui laissent fuir de la vapeur potentiellement radioactive. Et donc, il y a un vrai problème par rapport à ça. Et il y a un vrai enjeu financier également. Le statu quo, il n'est plus possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on va repousser la réduction de la part du nucléaire parce que ça voudrait dire engager des travaux énormes, des travaux qui sont hors de prix pour prolonger ces centrales qui sont déjà défaillantes. Et là, il y a un véritable problème parce qu'on ne peut pas se présenter en champion du climat et en même temps demander au territoire énergie positive de se serrer la ceinture et en même temps faire des cadeaux énormes à EDF et à Areva pour les maintenir à flot alors qu'ils sont en situation de quasi-faillite. Il y a là une véritable contradiction. On ne peut pas continuer à engloutir des milliards dans une industrie qui est en déroute actuellement. La réponse de Fabienne Keller. Oui, je pense qu'il n'est pas utile de créer une polémique là où en fait il n'y en a pas. Sur la sécurité des centrales, je ne crois pas que Nicolas Hulot soit dans les mains des lobbies nucléaires que vous venez d'exposer. Je crois par contre qu'il a fait le même constat que nous au moment de l'adoption de la loi de transition énergétique, que cette loi était déclarative, c'est-à-dire qu'on indiquait des objectifs, mais que si on ne travaillait pas très vite et très fort sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, la fameuse PPE que Renaud vient d'évoquer, eh bien on ne se donnait pas les moyens de remplacer l'énergie nucléaire par une énergie effectivement qui n'émet pas de gaz à effet de serre. Donc Nicolas Hulot constate avec RTE qu'en fait on aura besoin, si on garde cet objectif, je termine, si on garde cet objectif, on aura besoin de compléments, produits en France ou importés, produits à partir d'énergies fossiles et qu'on n'aura rien gagné en termes d'émissions de CO2. Donc c'est un constat plutôt pragmatique, responsable, et il propose aux acteurs de travailler sur comment on construit le chemin. Alors vous évoquez à juste titre la question des centrales et de leur sécurité. Alors ça, on a une très mauvaise nouvelle qui est passée un peu sous les radars, mais qui est inquiétante, c'est que l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, reporte la publication de son diagnostic complet à 2021, ce qui fait qu'on va être obligé de prendre des décisions. Et franchement, les prendre sur la base de l'âge des centrales, c'est tellement grossier, alors que des parties importantes ont été remplacées, que certaines sont défectueuses avant, d'autres sont défectueuses avant 40 ans. Enfin, il faut faire un travail propre. On parle de risque nucléaire, de sécurité, et fermer les bons réacteurs, ceux qui sont les moins à même de continuer à produire. Donc on aura besoin au moins de certains éléments de l'ASN pour qu'il puisse compléter les éléments de sa décision. Mais justement, on ne peut pas repousser cette décision. Là, ce qui est en train de se passer, c'est quelque chose qui est savamment orchestré pour repousser des décisions qui pourtant sont urgentes. Il ne faut pas faire ce procès. Je voudrais vous faire réagir pour qu'on avance dans ce débat, si vous voulez bien, Charlotte Mijon, puisque donc RTE effectivement explique qu'une diminution trop rapide de la part du nucléaire va imposer le maintien en activité des 4 centrales à charbon françaises, mais aussi la construction d'une vingtaine de nouvelles centrales au gaz. Il y a cette polémique quand même sur la question des centrales à charbon. Je vous propose d'écouter Pascal Canfin, qui était l'invité de nos confrères de France Inter ce matin, et après, je vous donne la parole. L'Allemagne est en train de sortir du nucléaire. Et un des arguments qui est souvent avancé en France, c'est de dire « vous voyez bien, ils sortent du nucléaire, donc ils augmentent le charbon ». C'est de la désinformation. C'est totalement faux. J'ai là sur mon smartphone le graphique officiel. La production de charbon en Allemagne donc, Nicolas Hulot. diminue.
diminue alors que le nucléaire diminue également. Donc c'est de la désinformation qui est liée, on le sait, à un poids d'EDF. d'honnête. Et donc pourtant, j'ai été surpris, je vous le dis Nicolas Demorand, j'ai été surpris, vraiment surpris d'entendre cela dans la bouche de Nicolas Hulot. Comment vous l'expliquez ? D'autant que je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il a dit dans d'autres contextes. Ronan Dantec, on voit qu'en Allemagne, effectivement, depuis la sortie programmée du nucléaire, il y a cette question qui entoure le caractère polluant des centrales à charbon. C'est émetteur de CO2, oui ou non? En fait, les Allemands ont décidé de sortir d'abord du nucléaire, puis du charbon. Mais la discussion qui est actuellement en cours entre les Verts allemands et Angela Merkel pour une coalition, la sortie du charbon est au cœur. Les grandes questions qui sont sur la table, moi je ne m'excite pas énormément sur cette annonce. C'est peut-être même une victoire à la Pérouse du nucléaire qui fait des bonds de joie dans le moment. RTE a quand même dit, ce qui est contraire à tout ce que dit le lobby, qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la consommation d'électricité en France dans les prochaines décennies. Ça, c'est extrêmement important pour la stratégie. Moi, je crois que le moment de vérité, ça va être la PPE. Là, la PPE devra dire combien de tranches dans les 5 ans, combien de tranches dans les 10 ans, en fermeture, et surtout, aucune nouvelle construction. C'est-à-dire un EPR qui est tellement cher qu'il est invendable sur le marché international et qui est un peu le champ du cygne du nucléaire. Si on est en retard sur les 50%, mais qu'on ne construit pas de nouvelles centrales, qu'on enferme entre 5 et 6 tranches sur les 5 ans, à peu près autant sur les 10 ans qui suivent, on est sur la sortie du nucléaire. Et donc on aura pris du retard, mais on sera bien sur cette sortie. Simplement, derrière, il faut une stratégie globale. Aujourd'hui, il y a énormément de manœuvres dilatoires pour la retarder. C'est très technique, mais sur le marché d'effacement, sur le marché de capacité, sur tout ce qui permet en fait d'être dans quelque chose d'interconnecté, le niveau d'interconnexion de la France pour avoir parfois l'offshore irlandais qui arrive en Bretagne, l'offshore éolien, mais dans d'autres moments, nous-mêmes qui amenons de l'énergie, peut-être éolienne offshore aussi, demain ailleurs en Europe, c'est cette stratégie-là, et puis surtout le niveau d'investissement. Est-ce que, comme en Allemagne, l'épargne domestique, l'épargne privée, on l'amène sur le développement du renouvelable? Est-ce qu'on l'aide? Il y a eu des amendements qui ne sont pas passés cet après-midi au Sénat parce qu'ils renforçaient cette dynamique. Et donc, on voit bien qu'il y a encore des gens qui retardent les échéances. Mais moi, je reste convaincu que la bataille nucléaire est gagnée. Fabienne Keller, cette bataille nucléaire, elle est gagnée. La France va sortir. Malgré tout, ça sera un jour la fin du nucléaire en France. Je crois qu'on ne peut pas s'en passer. L'objectif, en tout cas, est confirmé par Nicolas Hulot. C'est son décalage dans le temps qu'il a annoncé. Par contre, il a aussi annoncé sa volonté de construire effectivement ce scénario. Et je voudrais poursuivre sur la question des réseaux. On a un système aujourd'hui très centralisé. Des centrales qui produisent et l'électricité qui descend chez tout le monde. Demain, la production sera plus délocalisée. Elle sera intermittente parce qu'elle dépendra du soleil, du vent. Donc il faut renforcer les réseaux et les structurer autrement, parfois en permettant les deux sens de circulation de l'énergie. Je peux être à certains moments chez moi, producteur, ou au contraire, consommateur. Une partie de ces réseaux, d'ailleurs, sera utilisée de manière très marginale. Donc il faut surinvestir par rapport à la situation aujourd'hui pour assurer la sécurité de l'alimentation de tout le monde. Donc c'est ce plan qu'il se propose de mettre en œuvre qui n'a pas été construit par Madame Royal. C'était un rêve, en quelque sorte, qu'elle a vendu, sans se donner les moyens de l'aide à l'énergie propre, aux énergies photovoltaïques, aux énergies éoliennes, aux réflexions sur les coopérations que tu évoquais en Europe, et donc les interconnexions éventuelles aussi avec des pays du Sud. Enfin, c'est tout ce travail. Il faut se retrousser les manches. On peut rappeler que l'Allemagne a, dès l'annonce de l'arrêt du nucléaire, engagé un grand plan d'investissement qu'elle a d'ailleurs revu plusieurs fois depuis, et que les débats ne sont pas achevés chez eux. Donc je pense qu'il ne faut pas remettre en cause la volonté de Nicolas Hulot d'assurer l'objectif, mais il veut fixer une date crédible et mobiliser les acteurs pour la rendre possible. Boris Saint-Goc. Oui, par contre, sur l'Allemagne, quand on était en train de parler de la transition énergétique en Allemagne, donc elle a été engagée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, on peut quand même faire un bilan d'étape de la situation actuelle. Et si on compare notre situation avec la leur, sur le plan du bilan du CO2, les Allemands émettent quand même 80%
de CO2 de plus que des Français pour produire de l'électricité, donc c'est pas négligeable. Si je peux me permettre, je termine. Ils sont d'abord sortis du nucléaire, puis du charbon. Le prix de l'électricité pour les ménages est 80% plus élevé pour les Allemands que pour les Français. Et d'ailleurs, l'économie allemande est souffreteuse, c'est bien connu. Non, mais vous le prenez à la légère, mais en fait, vous savez très bien qu'en fait, la transition énergétique allemande pourrait tout à fait dans une démonstration un peu éculée quand même. Pour être tout à fait précis, la transition énergétique allemande vous relisez votre papier d'il y a 10 ans là. Il faut quand même le remettre un peu à jour. Elle repose sur le financement par les ménages et pas par les industriels ou les entreprises. C'est très différent. Et c'est la raison pour laquelle l'économie c'est la raison pour laquelle l'économie allemande, les industriels ne souffrent pas puisqu'ils ne contribuent pas du tout à l'énergie 22 qu'on appelle la transition énergétique. Voilà un élément du débat. Est-ce que l'épargne des Français, on l'investit sur le photovoltaïque? On a fait une étude à Nantes. Si les toits qui sont bien exposés à Nantes, on les couvre, je parle que des bien exposés sud, suffisamment grands, on les couvre de panneaux photovoltaïques, c'est 50% de la consommation électrique de la ville de Nantes. Et on ne parle pas de ce qu'on va pouvoir faire en éolien. On a inauguré la première éolienne offshore. Une filière d'avenir sur laquelle la France n'a pas pris les mêmes retards, ne s'est pas marginalisée dans sa vision pro-nucléaire, qui nous a marginalisés, qui a été un drame économique pour la France, y compris d'endettement. Mais je veux bien discuter avec vous, puisque vous pointez une difficulté, et avec Fabienne, on peut en discuter plus facilement, comment cette épargne des ménages, elle va sur la transition énergétique, puisqu'on a besoin d'argent, ça crée énormément d'emplois, ça crée de la croissance, et donc il faut maintenant les dispositifs, le tiers investissement, des choses on a une boîte à outils, mais on l'utilise pas encore. Sur l'Allemagne, ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'énergie est un débat public. La population s'y intéresse, y participe. C'est pas le cas en France aujourd'hui. Et en France, ça reste plutôt un débat de spécialistes, puisque la production est très concentrée, c'est perçu comme une matière très technique, de spécialistes industriels ou ONG. Là où c'est beaucoup plus populaire en Allemagne, et le sujet, par exemple, on parle de gaz à effet de serre, mais il y a, parmi les gaz très, très polluants, il y a le méthane, très contributeur à l'effet de serre. La méthanisation, la maîtrise de la méthanisation, c'est un sujet de proximité qui est très développé. Et tous les Allemands s'intéressent à l'isolation thermique de leur maison. Je vais donner la parole à Charlotte Migeon. Sur tout ce qu'on dit sur ce débat, centrale à charbon, exemple allemand, comment vous vous situez ? Comment on se situe ? Tout simplement, je pense qu'on ne tire pas forcément les mêmes conclusions du rapport de RTE. Ce que montre le rapport de RTE, c'est pas seulement nucléaire ou charbon, il faut choisir. C'est juste que si l'on regarde certains scénarios, on se rend compte qu'il est possible d'allier à la fois la protection du climat et une réduction significative de la part du nucléaire, mais pour autant que certains paramètres changent, comme par exemple la question des exportations. Les scénarios qui tendent à montrer une réduction de la part du nucléaire forte tablent sur des exportations qui sont très très élevées. Donc nous, ce qu'on demande, c'est pas se résumer à une caricature de dire il va falloir faire un choix. C'est de voir aussi ce qu'on propose comme modèle. Et est-ce que l'idée, c'est de pouvoir continuer à exporter autant d'électricité, ou est-ce que vraiment c'est d'allier à la fois protection du climat et sortie du nucléaire? Et on sait très bien, il existe des scénarios de transition énergétique qui sont étayés, comme par exemple le scénario Négawatt, qui montre qu'on peut à la fois combiner une réduction significative des gaz à effet de serre et en même temps une sortie du nucléaire à échéance 2035. C'est possible, mais pour autant qu'on s'en donne l'ambition. Et nous, ce qui nous apparaît, c'est qu'en renonçant à un objectif dans le temps et en faisant déjà une espèce de prophétie autoréalisatrice en disant on va pas le tenir, donc on se passe de cet objectif et on remet ça au calendrier grec, on ne sait pas trop. Il y a quelque chose d'extrêmement démobilisateur. Et effectivement, si on supprime tout objectif, qu'on repousse la date, on n'y arrivera pas. Mais il faut se donner les moyens, il faut se donner cette ambition, parce que d'une part, on n'a pas le choix si on veut tenir le défi climatique, et on n'a pas le choix au niveau sûreté et au niveau économique. Alors, avant de vous redonner la parole, on retourne rapidement en salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tran Nui, à vos côtés, la présidente de la Commission des affaires économiques, la sénatrice LR, Sophie Primas. Oui, Sophie Primas, d'abord votre avis sur ce débat avec cette décision de Nicolas Hulot qui estime qu'il faut repousser cette
cette échéance de 50% du nucléaire de 2025 à 2030, voire 2035, notamment parce qu'il estime que sinon, eh bien, cela voudrait dire qu'il faudrait que les centrales à charbon aient une place beaucoup plus importante. Ou les centrales thermiques. Oui, écoutez, nous ne sommes pas étonnés de cette prise de position du ministre, puisque au Sénat, nous avions repoussé la loi de transition énergétique uniquement sur cette échéance, sur l'arrêt de 50% de l'énergie nucléaire, puisque nous estimions non pas que ce n'était pas souhaitable, mais que ce n'était pas réalisable et que ce n'était pas réaliste tout simplement, et qu'en se fixant ces objectifs-là, eh bien, nous aurions une conséquence qui était exactement l'inverse de ce que nous recherchions, avec un retour des énergies fossiles dans notre mix énergétique. Donc nous ne sommes pas étonnés, nous sommes presque étonnés qu'il l'ait dit publiquement, étonnés par sa lucidité, étonnés par sa franchise et étonnés qu'il rejoigne ainsi nos positions, étonnés mais satisfaits. Oui, effectivement, vous êtes satisfait par la position de Nicolas Hulot sur ce sujet ? Satisfait par son réalisme. Bien sûr, nous poursuivons les mêmes objectifs que le gouvernement ou que Nicolas Hulot, qui est la baisse du nucléaire dans notre mixte énergétique, dès lors qu'on aura des énergies renouvelables qui permettent d'avoir une énergie compétitive et décarbonée, donc, et qui soit plus issue de l'industrie fossile, des énergies fossiles. Satisfait non pas, encore une fois, parce qu'on recule l'échéance, mais tout simplement parce qu'on donne une vraie échéance, une véritable échéance, et on reconnaît que l'énergie nucléaire est une énergie bien meilleure pour l'environnement que les énergies qui font évidemment appel au charbon ou au gaz. Que pensez-vous du fait que les ONG estiment que Nicolas Hulot a cédé au poids des lobbies ? Oui, mais c'est le ronron habituel des associations écologistes. Je pense que là où on a des difficultés, c'est entre réalisme. On a l'impression que quand on oppose des motivations qui sont basées sur le réalisme et simplement l'observation de la réalité, on est contre la transition énergétique. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ce débat-là, qu'on sorte de ces postures-là et qu'on regarde les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, là où en sont les investissements, là où en sont les développements des industries privées et de la recherche publique pour faire le bon diagnostic et pour poser les bonnes choses et ne pas créer un vide parce que c'est ça finalement la défiance des Français vis-à-vis de la politique, c'est de promettre des choses avec des échéances qui sont extrêmement ambitieuses, ça pourquoi pas, mais finalement on les déçoit parce que dans la réalité des choses, on est obligé de repousser la date. Alors, que pensez-vous du sujet de la sécurité ? Ce parc nucléaire vieillissant, certains s'interrogent tout de même sur le maintien d'un certain nombre de centrales nucléaires. Mais nous ne devons pas faire de compromis ou d'erreurs sur la qualité de nos centrales nucléaires. Ces centrales nucléaires doivent être vérifiées. C'est le rôle de l'autorité de sécurité nucléaire. Nous avons à la tête de cette autorité des gens qui sont responsables, qui ont été choisis par leur niveau de compétence. Je pense que c'est l'honneur de la France d'avoir une autorité aussi compétente. Il faut leur faire confiance, il faut être exigeant avec eux, il faut être certain que nos centrales nucléaires sont sécurisées pour nos populations, mais à partir de ce moment-là, il faut continuer à utiliser ce qui est un avantage compétitif pour nous. Cette autorité devait remettre un rapport sur le prolongement de la durée de vie des centrales. Elle a reporté la remise de ce rapport. On a l'impression tout de même que ça va de report en report. Il y a une course un petit peu en avant. Je pense qu'il faudra interroger, et nous serons attentifs effectivement, notamment au travers des sénateurs qui siègent dans cette autorité, pour en connaître les raisons exactes de ce report. Mais je préfère que l'autorité fasse un report de son rapport, de la publication de ce rapport, et que ce rapport soit évidemment empreint de réalisme et empreint de vérité. Merci beaucoup Sophie Primas d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous, Tam, pour cette réaction en direct. Ronan Dantec, je sais que vous devez retourner en séance pour le projet de loi sur les hydrocarbures. Peut-être un petit mot de conclusion avec vous avant de donner la parole aux autres. Un petit mot d'abord pour dire que je retourne en séance pour voter contre, que la droite a totalement détricoté l'ambition climatique et qu'il y a aussi des doubles discours. Certains défendent le nucléaire au nom du climat, mais quand c'est le climat qui est sur la table dans l'hémicycle, ils ne défendent plus le climat non plus. Et donc là, on a eu une soirée cauchemardesque. Et le mot est léger, mais ça, on y reviendra. Je crois que Nicolas Hulot a très mal communiqué. Il n'aurait jamais dû communiquer au moment de ce rapport de RTE, qui est un avis d'experts parmi d'autres. Je rappelle que l'ADEME dit aujourd'hui qu'à horizon 2050, 100% de renouvelables ou maintien du nucléaire, c'est le même prix pour la France. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un scénario crédible sur la sortie du nucléaire. Il faut s'y engager. La bataille est devant nous.
La bataille est devant nous. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et je pense que par rapport à des discours un peu lignifiants sur le fait que tout le monde est pour la transition énergétique, les masques tomberont au moment de la PPE. Merci Ronan Dantec. Je vous laisse regagner l'hémicycle. Fabienne Keller, est-ce que vous croyez néanmoins à une sortie possible du nucléaire en France? Est-ce qu'on pourra un jour se passer de l'énergie nucléaire? Alors, comme vient de le rappeler Ronan Dantec, il y a un scénario de l'ADEME qui est construit, qui montre qu'il est possible de remplacer l'énergie nucléaire par du renouvelable, mais cela au prix d'investissements assez considérables à court terme. Et c'est ça tout l'enjeu, d'écrire ces programmations, de voir leur réalité économique et de le mettre en œuvre. Parce qu'on voit par exemple la mise en place d'éoliennes génère des réactions en proximité, des refus, l'acceptation est faible. Sur les cours d'eau, on peut plus beaucoup équipés pour des raisons de maintien du milieu et des ressources naturelles. Donc il y a aussi une question à laquelle je suis moi-même très attachée, qui est l'économie d'énergie. On n'en parle pas assez. Donc c'est la question de nos modes de vie, nos modes de déplacement. Il ne s'agit pas de revenir à l'âge de pierre, mais d'utiliser l'énergie quand elle est utile, indispensable, précieuse, essayer de l'économiser dans d'autres cas. Donc il faut engager un débat peut-être plus partagé, parce que chacun a une partie de la solution, les ménages, les industriels, les producteurs d'électricité, les producteurs, les consommateurs. Ça doit être un débat public parce que ça impose des choix de société et d'avenir. Et moi, je salue le courage de Nicolas Hulot qui a dit qu'il n'allait pas s'imposer une échéance qui lui semblait pas raisonnable au risque de avoir un effet plus que négatif sur les CO2. Un certain nombre d'objectifs de la loi de transition énergétique sont un peu contradictoires. Il faut choisir un mixte entre l'émission de CO2, entre les économies d'énergie, la montée du renouvelable. Il faut que quelqu'un paye pour tout ça. Ce débat, ayons-le sereinement. Il a donné une échéance de l'ordre d'1 an pour se donner les moyens d'un engagement dans le domaine de l'énergie. Est-ce qu'à la Société française d'énergie nucléaire, on anticipe une sortie définitive, complète du nucléaire en France? Bon, déjà, la loi sur la transition énergétique ne prévoit pas de sortie du nucléaire, tout au moins elle prévoit une diminution. Une diminution et de 50%, 75% c'est toujours la moitié de la production d'électricité. Donc en fait, la question, encore une fois, c'est ce que je disais en introduction, la question n'est pas de se dire pourquoi on sortirait de l'énergie nucléaire, la question c'est plutôt comment on fait en sorte que l'économie puisse tourner sans les énergies fossiles, c'est-à-dire que votre voiture électrique ne consomme plus de pétrole, que dans les maisons ne soit plus chauffées au gaz, c'est-à-dire se débarrasser de ce qui est la première source d'émissions de CO2 d'une part, mais aussi première source d'importation et qui pèse considérablement sur la balance commerciale, c'est-à-dire qu'on importe à peu près dans les grandes largeurs 50 milliards d'euros chaque année en énergie fossile. Et donc la première des priorités, c'est bien de développer les énergies renouvelables afin qu'elles se substituent à ces énergies fossiles qui sont polluantes et qui sont en plus importées. Je voudrais ajouter juste deux choses et rebondir sur ce que vous avez dit sur les scénarios. Alors les scénarios, c'est un bon exercice intellectuel, mais on ne peut pas les prendre comme Bible, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas su non plus prévoir les chocs et contre-chocs pétroliers, on n'a pas su prévoir l'émergence du gaz de schiste, et si on pouvait se dire que l'avenir énergétique est tout tracé et que ça va aller de manière assez simple, concrètement, enfin ça ne se fait jamais concrètement, puisque, alors on a parlé de l'Allemagne tout à l'heure, mais on peut regarder aux États-Unis ce qui se passe, et notamment outre-Atlantique, en Californie, donc un État qui est riche, qui bénéficie d'un ensoleillement qui est très fort, qui dispose d'une technologie qui est importante et d'investissements colossaux. Et en fait, il y a eu 2 centrales nucléaires qui ont été arrêtées pour des raisons économiques, elles ont été remplacées. Oui, en partie par de la production renouvelable, mais la production d'énergie renouvelable étant intermittente, variable, il n'y a pas du soleil et du vent tout le temps, entre guillemets. Et ça a été substitué par ce qu'on appelle des moyens de backup, enfin des moyens de substitution pour que vous puissiez avoir de l'électricité tout le temps. Et donc ce moyen-là, c'était du gaz de schiste. Et donc en fait, les émissions de CO2 en Californie ont augmenté. Donc les énergies renouvelables, c'est bien de les développer, mais il faut aussi se dire que le moyen de substitution en l'absence de solutions de stockage qui permettent de stocker l'électricité, ça doit être des énergies comme l'hydraulique ou comme le nucléaire. Parole à Charlotte Mijon. Si on entend ce que nous dit Boris Linghock, on peut se débarrasser des énergies fossiles, mais pas du nucléaire.
Mais on peut se débarrasser du nucléaire. Je veux dire, le nucléaire, c'est pas comme l'eau qu'on boit ou l'air qu'on respire. C'est une manière de produire de l'électricité. Il y en a d'autres. Et il y a des scénarios qui montrent qu'on peut s'en passer à terme grâce à une diversité d'énergies renouvelables. Certes, il n'y a pas du soleil tout le temps, il n'y a pas du vent tout le temps, mais on peut combiner tout cela. Et on peut combiner, grâce aussi à des solutions de stockage d'électricité, je veux dire, tout ça, ça existe. Il y a déjà des technologies qui existent. Il s'agit de les mettre en œuvre. La question maintenant, c'est pas de savoir si on peut se passer du nucléaire, parce qu'on peut le faire. C'est à quel rythme et quand? Et parce qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à la fois sur la question du fait que le nucléaire bloque les investissements dans les technologies qui sont les vraies solutions pour lutter contre le changement climatique, qui sont les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Il y a une urgence au niveau sûreté. Il y a aussi une urgence, on n'en a pas parlé, mais tout retard dans l'arrêt de la production du nucléaire, c'est autant de déchets radioactifs qui s'accumulent, qui sont par nature ingérables, vous en conviendrez. Donc, par rapport à ça, il y a une urgence. Il ne faut pas opposer urgence climatique et risque nucléaire, parce que les deux vont de pair. Tant qu'on n'amorce pas une réelle transition basée sur les économies d'énergie et les énergies renouvelables, on risque d'avoir les deux. Et je voudrais quand même rappeler la situation en France, qui est quand même préoccupante de l'aveu même de l'autorité de sûreté nucléaire. Les problèmes qui s'accumulent, notamment de tuyauteries corrodées qu'on retrouve sur de plus en plus de centrales, les difficultés financières d'EDF et Areva, qui ne sont hors de faillite que parce qu'elles sont tenues à bout de bras par le gouvernement. Donc il n'y a plus de statu quo possible avec le nucléaire. La question, c'est juste combien de temps on maintient artificiellement à bout de bras cette technologie. Ouais, on arrive bientôt au terme de ces débats. Je voudrais aussi vous entendre, Fabienne Keller, sur Nicolas Hulot. Certains disent qu'il a avalé beaucoup de couleuvres. Le ministre, on sait qu'il avait été contacté à plusieurs reprises pour faire partie de différents gouvernements. Cette fois-ci, il a répondu à l'appel des sirènes d'Emmanuel Macron. Il se donne 1 an pour être utile. Vous pensez qu'il va rester encore ministre de la Transition écologique ? Écoutez, moi je l'ai vu comme Renaud Dantec dans l'hémicycle. Je le trouve pleinement engagé. Alors je crois qu'il a pris la mesure les premiers mois des contraintes de l'action par rapport à l'exigence qu'on peut avoir quand on est dans une ONG, mais qu'on n'a pas les limites de la dimension opérationnelle. Sur cette affaire du soi-disant report de l'échéance nucléaire, moi je suis convaincue que lui va se donner les moyens de la faire respecter, la nouvelle échéance, alors que l'échéance annoncée jusque-là ou une échéance plus repoussée, on ne s'était pas du tout mise en route pour l'assurer. Je crois qu'il pèse de tout son poids, par exemple dans les conseils des ministres européens. Il a une très belle image de crédibilité dans le domaine de l'environnement. C'est sûr qu'il préférerait parfois interdire certains produits. Il est obligé de faire des concessions. Ça fait partie des négociations communautaires. Mais il me semble qu'il s'est bien fait à cette nouvelle mission qui emporte un certain nombre de contraintes, mais pour laquelle il aura aussi la satisfaction de l'action réalisée. Eh bien, merci. Merci Fabienne Keller, merci Boris Linghock, merci à vous. Charlotte Migeon. La parole est maintenant à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, de nouveau, si tant est que ça ait cessé un jour, le journal Charlie Hebdo est victime de menaces et d'attaques, aussi bien à l'égard de sa rédaction que dans son esprit. Ces menaces sont physiques à l'encontre des journalistes, elles sont aussi idéologiques. Alors que Charlie Hebdo n'épargne aucun intégrisme, qu'il se réclame du Coran, de la Torah ou de la Bible. Alors que Charlie Hebdo traite avec la même férocité les prêtres pédophiles et les prédicateurs prédateurs, la même injonction au silence, le même procès en soi-disant islamophobie se poursuit. Comme après la publication des caricatures danoises, on entend les mêmes phrases. Charlie en fait trop, Charlie provoque, Charlie ne respecte rien. Je ne suis pas Charlie, revendiquait après la tuerie de janvier 2015 ceux qui considéraient que par leurs excès, somme toute, les journalistes de Charlie l'avaient peut-être un peu cherché. Face à la confusion, nous devons réaffirmer que plus que jamais, nous sommes Charlie, nous restons toujours Charlie. Nous devons répéter que la France ne tolère ni le racisme, ni l'antisémitisme, ni la misogynie, ni l'homophobie. Et nous devons rappeler aux intellectuels égarés que combattre le fanatisme islamiste
est la première responsabilité que nous ayons à l'égard des musulmans de France. Et nous devons aussi rappeler que le plus intolérable des amalgames est celui qui, au prétexte de les défendre, assimile les musulmans aux islamistes. Monsieur le Premier ministre, vos prédécesseurs, Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, avec le président François Hollande, ont inscrit la laïcité dans le combat moderne de la République. Comment entendez-vous poursuivre cette action et mobiliser les Français contre la haine, contre l'antisémitisme et contre l'obscurantisme? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, si j'osais, je vous dirais que je ne sais pas si je suis Charlie. Mais je sais que je suis français et je sais que je suis républicain, au sens le plus noble du terme. Comme vous, Madame la sénatrice. Et parce que je suis français, parce que je suis profondément attaché à la République, je suis profondément attaché à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. J'ai eu l'occasion de lire déjà, mais je le refais avec plaisir car on ne la lit jamais assez, l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dispose « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Nous sommes, parce que nous sommes attachés à la République, libres de penser, libres de nous exprimer, libres de publier et libres de caricaturer. Et Charlie Hebdo s'est fait une spécialité de la caricature. Vous avez dit, Madame la sénatrice, à juste titre, que cet hebdomadaire satirique était féroce. Il l'est, avec tout le monde. De ce point de vue-là, personne n'est épargné. On peut ne pas trouver drôles les caricatures publiées dans cet hebdomadaire satirique. On peut les trouver parfois savoureuses, mais on peut ne pas les trouver drôles. On peut même les trouver choquantes. Il m'arrive de les trouver choquantes. Mais elles sont des caricatures, elles sont donc l'expression d'une liberté fondamentale, et il faut défendre cette liberté. Et il faut la défendre à tout prix. Les journalistes, les caricaturistes, les personnels qui travaillent à Charlie Hebdo ont payé un tribut très lourd à ce droit à caricaturer. Vous étiez peut-être, Madame la sénatrice, sans doute, je ne vois pas ce qu'il y a d'insultant à appeler Madame la sénatrice, vous étiez sans doute, Madame la sénatrice, comme moi, comme beaucoup d'autres Français, dans ces manifestations où un très grand nombre d'anonymes ont manifesté cette solidarité puissante et cette volonté puissante du peuple français de ne jamais se résigner, de ne jamais accepter. Aujourd'hui, ces menaces recommencent. Des mesures de protection extrêmement fermes et extrêmement importantes ont été prises pour préserver la sécurité des lieux et des personnes qui concourent à la publication de cet hebdomadaire satirique. Elles sont d'ailleurs prises depuis longtemps, comme vous le savez. Au-delà de ces mesures de protection, je voudrais insister sur un point, j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec Madame la garde des Sceaux, et je pense que c'est indispensable. Non seulement nous devons être fermes face à ces menaces, mais nous ne devons pas accepter l'impunité ou la prétendue impunité qui se cacherait derrière l'anonymat que permet trop souvent l'utilisation des réseaux sociaux. Je suis frappé, comme vous, du nombre de ces menaces, de ces insultes qui sont publiées sur les réseaux sociaux par ceux qui font toujours preuve d'un courage considérable en se cachant derrière des pseudonymes, pensant qu'ils ne seront jamais démasqués, pensant qu'ils peuvent donc dire tout ce qu'ils voudraient. Il faut combattre cet anonymat et il faut, c'est pas tellement l'anonymat qu'il faut combattre, mais il faut combattre l'expression de ces menaces. Nous y sommes déterminés et je veux dire avec vous, Madame la sénatrice, combien je suis attaché à la liberté d'expression,
combien elle est consubstantielle de ce que nous sommes, qu'elle est un élément de la démocratie, un élément de la République, et que nous devons tous ensemble, dans la lignée de ce qui a été engagé précédemment. Vous avez cité le Premier ministre Manuel Valls, je lui rends bien volontiers hommage. Vous avez cité l'action de Bernard Cazeneuve, je lui rends bien volontiers hommage. Vous auriez pu citer l'action du président Nicolas Sarkozy, je lui rends bien volontiers hommage. Nous nous sommes tous engagés en la matière et nous devons tous ensemble, sans polémique, tous ensemble continuer à nous engager en ce domaine sans aucune faiblesse, avec beaucoup de détermination. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame Rossignol. La parole est maintenant à notre collègue Alain Fouché pour le groupe Les Indépendants. Vous vouliez répondre, pardonnez-moi. Je vous avais fait signe, mais je n'avais pas vu votre réponse. Pour dire à Monsieur le Premier ministre que pour ma part, je n'ai aucune hésitation, justement parce que je suis républicaine et française, à dire que je suis Charlie et que les caricatures de Charlie sont indispensables à la liberté d'opinion en France. Merci.